Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 20 septembre et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai laissé dans le précédent vlog, j'étais en pleine lecture de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu qui est paru aux éditions J'ai lu. Évidemment, je l'ai terminé. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, j'avais attraqué 30 pages dimanche matin et je me suis dit stop, j'arrête puisque c'est le genre de roman je pense qu'il faut lire d'une traite et j'ai bien fait d'arrêter et ensuite de le lire d'une traite. La mécanique du cœur, ça se passe à Édimbourg en 1874 et en fait on assiste à la naissance d'un petit garçon, Jack, et Jack il naît le jour le plus froid du monde et de ce fait en fait son cœur va naître complètement défaillant et pour lui sauver la vie, Madeleine, la femme qui... c'est pas la sage-femme puisque c'est une espèce de sorcière, sa mère est venue accoucher auprès d'une espèce de sorcière, va lui poser à la place du cœur une horloge à coucou pour lui permettre en fait de vivre. La maman de Jack s'en va et le laisse vivre avec Madeleine parce qu'en fait sa mère considère que Madeleine saura mieux s'occuper de son fils et ainsi va naître une très jolie relation entre cette sage-femme, Madeleine, et en fait Madeleine ça va être une mère poule, une mère très protectrice et elle va à tout prix, elle va absolument vouloir prendre soin de Jack et l'empêcher de souffrir, empêcher cette horloge en fait de dysfonctionner et elle lui dit pour ça qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas se mettre en colère puisque ça le tuerait et surtout qu'il ne peut pas tomber amoureux. Mais à l'âge de 10 ans, Jack va faire une rencontre et va croiser la route de Miss Acacia. Miss Acacia c'est une danseuse, une chanteuse et elle va aussitôt l'envoûter et ainsi complètement perturber la mécanique de son cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de la mécanique du cœur? Je peux vous dire que j'ai adoré parce qu'en fait la plume de Mathias Malzieu, elle est unique, elle est poétique, elle est vibrante, elle est saisissante. Il sait parler des émotions de l'être humain avec énormément de métaphores et toutes ces métaphores sont aussi belles, plus belles les unes que les autres. J'ai postité 2 pages, mais j'aurais pu postiter les 160 pages tellement c'est beau, tellement c'est poétique, tellement c'est saisissant tout ce qu'il nous dit Mathias Malzieu dans ce livre. En fait, il a exploré l'amour sous tout un tas de formes, il a exploré l'amour maternel en fait, parce que Madeleine, elle va lui dire qu'il n'a pas le droit de tomber amoureux et en fait c'est une manière de montrer comme les mères peuvent parfois être, je pense, étouffantes et elles veulent bien faire mais elles font pas forcément toujours bien. Et puis il va explorer le fait de tomber amoureux, le fait de comment ça peut ravager un cœur et comment ça peut aussi lui faire un bien fou. Je trouve que ce livre, il reflète parfaitement l'auteur Mathias Malzieu. Quand je le rencontre à Brive, je vois quelqu'un d'heureux, de souriant, de bienveillant, avec un petit grain de malice. Et en fait, c'est ça qu'il y a dans la mécanique du cœur. C'est tout Mathias Malzieu condensé dans 160 pages avec de la poésie, avec des chansons qui trottent dans la tête. J'ai ensuite écouté la BO de l'adaptation qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur. Je vous en parlerai après. Et en fait, c'est ça. C'est plein d'énergie, plein de bonnes ondes, parfois un peu cru parce que on n'oublie pas que c'est un petit garçon de 10 ans quand même qui a un hamster qui s'appelle Cunilingus. C'est souvent farfelu mais en fait j'ai adoré. Je trouve que ce livre il fait du bien. Je suis passée par toutes les émotions en fait en lisant ce livre. J'ai eu envie de protéger Jack comme le faisait Madeleine. J'ai eu envie qu'il tombe amoureux fou de Miss Acacia et qu'il vive cet amour pleinement. Et j'ai envie de le protéger et de lui dire attention, ne confie pas la clé de ton cœur à Miss Acacia pour qu'elle en remonte chaque jour le mécanisme parce que si elle la perd, on fait comment? Et puis ça parle aussi de la colère, ça parle aussi de la haine, ça parle aussi de l'être humain comme ils peuvent être cruels entre eux, ça parle d'être différent et que c'est pas toujours simple d'être différent, que c'est pas toujours simple d'avoir à subir le regard des autres parce qu'on est différent, parce que Jack c'est pas un petit garçon comme les autres, c'est pas un cœur qu'il a, c'est une horloge et à l'école il va subir des moqueries, à l'école il va être montré du doigt et un jour bah peut-être qu'il va péter un câble en fait Jack. Et tout ça c'est écrit, tout ça c'est retranscrit en seulement 160 pages et je trouve qu'il est d'une richesse du coup ce roman parce qu'il
parce qu'il ne fait que 160 pages, mais qu'il a tellement à nous dire. Ce roman-là, je suis pas sûre à 100% qu'il peut convenir à tout le monde, parce que c'est une plume un peu perchée, qu'il faut réussir à le lire au second degré et à voir tous les messages qu'il a à nous délivrer. On est sur une ambiance un peu à la Tim Burton, je trouve. Moi, ça me fait beaucoup penser à Tim Burton quand je lis ce roman-là. Moi, c'est un univers qui me passionne et qui me fascine. Et du coup, peut-être qu'il n'est pas fait pour tout le monde, mais je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre si on arrive à le lire avec du second degré, si on arrive à y voir les messages cachés. J'ai ensuite regardé hier l'adaptation qui est actuellement disponible sur Disney+. Et je l'ai trouvée assez déroutante, l'adaptation. Alors elle est absolument sublime. On retrouve tous les codes de la magie qu'il y a dans la tête de Mathias Malzieu. C'est Mathias Malzieu lui-même qui a fait l'adaptation avec Olivia Ruiz, avec Grand Corps Malade. Et elle est super bien faite cette adaptation, mais elle est adaptée. Elle est adaptée pour un public certainement plus jeune. Alors il y a des scènes qui ont été un peu changées. Je pense à ce fameux hamster dont on va taire le nom. Je pense au moment où il se bagarre en fait dans la cour de récréation, où il y a beaucoup de haine dans le roman au moment où il se bagarre, parce qu'en fait il en peut plus de Jack et que c'est tourné un petit peu différemment dans l'adaptation. Et c'est surtout la fin. La fin qui est complètement différente et qui, je trouve, alors elle est très très belle, mais du coup elle délivre pas le même message, j'ai l'impression, que le roman. Mais l'adaptation est une vraie réussite, c'est juste pas la même fin. Et du coup on part sur deux chemins différents, deux chemins qui sont l'un et l'autre très bons. Je préfère peut-être la morale de la mécanique du cœur en livre, mais celle de l'adaptation est très très bien aussi. Là j'avais surligné la phrase: quand les adultes s'en mêlent, un nouveau seuil de laideur est toujours franchi. Et je suis tellement d'accord, parce qu'en fait je dis toujours que j'aurais aimé continuer à voir le monde à travers les yeux d'un enfant toute ma vie, parce qu'il est tellement plus beau. Et j'ai surligné: si tu as peur de te faire mal, tu augmentes les chances justement de te faire mal. Regarde les funambules. Tu crois qu'ils pensent au fait qu'ils vont peut-être tomber lorsqu'ils marchent sur la corde raide? Non. Ils acceptent ce risque et goûtent le plaisir que braver le danger leur procure. Si tu passes ta vie à faire attention de ne rien te casser, tu vas terriblement t'ennuyer, tu sais. Je ne connais rien de plus amusant que l'imprudence. Regarde-toi. Je dis imprudence et tes yeux s'allument. Quand à 14 ans on décide de traverser l'Europe pour retrouver une fille, c'est qu'on a un sérieux penchant pour l'imprudence quand même. Si vous avez envie d'un petit... c'est un petit conte en fait, c'est une belle petite histoire, c'est super beau, c'est super touchant, c'est... Ouais, j'ai passé un excellent moment à la lecture de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. C'est le deuxième roman que je lis de l'auteur. Le premier, c'était Le guerrier de porcelaine, qui est un roman biographique où en fait il prend la parole au nom de son père et il nous raconte la Seconde Guerre mondiale vue par son père, le petit Menou, qui m'avait complètement chamboulé. Le guerrier de porcelaine, c'était ça, Le guerrier de porcelaine, et ça je l'avais écouté sur Audible et c'est Mathias Malzieu, une fois de plus, qui conte l'histoire sur Audible et il y a avec des petits intermèdes musicaux, voilà, des moments où ça accélère un petit peu, où on a des musiques qui vont te mettre dans l'ambiance, etc. Et j'ai trouvé que c'était une vraie réussite sur Audible. Alors à le lire, il doit être également parfait, mais il y a beaucoup d'émotions en fait dans la voix de Mathias Malzieu. Parce qu'en fait c'est son père, il nous raconte l'histoire de son père et que c'est incroyablement touchant de l'écouter. J'avais eu vraiment un très gros coup de cœur. Donc voilà, Mathias Malzieu, 2 romans, 2 coups de cœur, j'ai adoré les deux. Qu'est-ce que je lis après? Si vous aimez Mathias Malzieu, si vous connaissez bien son œuvre, je suis curieuse en fait, j'hésite entre... il y a une histoire avec un vampire en pyjama qui me tente beaucoup, et puis il y a Une sirène à Paris qui me tente beaucoup. Voilà, je sais pas lequel des deux je prendrai la prochaine fois. Mais j'ai l'intention de ne pas m'arrêter là. Niveau lecture en cours, du coup, j'ai rien attaqué puisqu'hier, avec une jolie migraine nostalgique, j'ai quand même regardé Jack et la mécanique du cœur sur Disney+. Du coup, j'ai rien attaqué. Je vais attaquer Nous irons mieux demain de Tatiana Deroné, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Je vous parle il y a assez peu de temps de sa 4e dans mon précédent vlog, je crois, ou celui d'avant. Je trouve la 4e hyper intrigante. Donc voilà, je vais commencer ça et je vous en reparle dans ce vlog. Il y avait ça dans le livre, alors je regarde pas, je regarde rien, je vais attendre de voir. Et j'ai eu la chance qu'il me soit dédicacé celui-ci. Il fait 350 pages, j'espère vous en reparler très vite. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog.
Si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, mais ça m'étonnerait puisque bien souvent c'est plutôt le chemin Instagram-YouTube qui se fait que YouTube-Instagram. Mais sachez que je vais organiser 10 concours pour fêter mes 10 000 abonnés. Là, à l'heure où je vous parle, il y en a déjà 1 ou 2 qui sont terminés. Mais allez surveiller mon compte Instagram, il y a plein de belles choses. J'ai des partenaires super pour faire ces 10 concours. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est toujours mardi et en fait je vous reprends, j'en peux plus de ce siège qui grince, je suis désolée. Je vous reprends parce que en fait je suis en train de mettre à jour certaines chroniques Instagram pour lesquelles je suis pas mal à la bourre. Notamment des livres pour enfants, les mouches. Vraiment, va falloir qu'elles partent à un moment donné, rentrez chez vous. Et j'avais ça que je dois... Je vais défoncer cette mouche. Que j'ai reçu il y a un petit bout de temps, un tarot. Et j'avais également dit que je prendrais le temps de vous en reparler ici sur YouTube. Et je le fais pas parce que je suis très frileuse en fait par rapport à ça. J'ai aucun don divinatoire. J'ai vraiment pas cette prétention là. Je suis certaine que des gens en sont pourvus mais pas moi. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu de quelle manière en fait je pratique le tarot de Marseille. Donc là c'est un tarot qui était paru aux éditions Kiwi et Zo et il a été complètement redessiné par Lorraine Fouché et il a été extrêmement bien redessiné. Alors moi je me sers que des arcades majeures hein. Et je trouve que la palette de couleurs choisie elle est absolument fantastique. L'empereur, la justice, la force, l'arcane sans nom, le monde, le jugement, la lune, je la trouve trop belle la lune, le chariot, enfin bref, elles ont toutes été redessinées, elles sont toutes très jolies. Et en fait moi je me sers du tarot de cette manière là, c'est-à-dire que je pose une question au tarot en faisant confiance à mon instinct pour tirer la bonne carte. C'est-à-dire que, alors il y a différents tirages possibles, mais bien souvent c'est celui-ci que je fais. C'est-à-dire que je vais poser une question, comment dois-je aborder ma semaine, quel arcane va m'accompagner, de quel arcane dois-je puiser la force cette semaine, etc. C'est un peu en fait c'est du développement personnel hein, tout simplement. Et donc là pour faire mon article je me suis dit tiens je vais me concentrer et je vais faire un tirage. Alors moi je fais pas de tirage avec un autel, des bougies, je fais pas brûler de quoi que ce soit. Ceux qui le font il n'y a aucun jugement. Peut-être que c'est parce que pour le moment j'en ai jamais ressenti le besoin. Je me suffis de mon instinct en fait pour le moment pour faire mes tirages. Et donc là j'ai posé la question quel arcane avait envie de m'accompagner sur les jours à venir. J'ai toujours l'impression que vous allez vous dire elle est complètement perchée cette fille. Et j'ai pioché le soleil. Alors moi j'ai une interprétation du soleil personnelle que je garde pour moi. Et je mets également du petit guide. Et là, c'est marqué dans une lecture, le soleil est symbole de succès pour toute personne entreprenant un projet avec de la bonne volonté. Et là, par exemple, je peux me dire que j'ai un projet en tête depuis quelque temps et que c'est peut-être le moment de me lancer un peu plus sérieusement dans ce projet et que j'ai pioché cet arcane-là pour ça, pour m'encourager en fait et pour me donner envie d'avancer. Alors c'est 100% du développement personnel. En fait c'est vraiment une sorte de déclencheur les cartes que je pioche. Parfois je vais piocher une carte qui va te conseiller de ralentir, alors pas forcément dans le tarot mais plus dans les oracles où là on va te dire oui là faut que tu ralentisses. Et effectivement peut-être que parfois j'écoute pas assez mon corps et que là l'arcane me dit ralentis et que je vais me dire ok je ralentis. Voilà c'est 100% du développement personnel et c'est de cette manière là dont je me sers du tarot de Marseille. Peut-être que je vous ferai une vidéo vraiment consacrée à mes tarots. J'en ai plusieurs, j'ai le vrai tarot de Marseille, l'ancien pour ma part. Et puis voilà, il y a ce très joli tarot de Marseille, donc dessiné par Lorraine Fouché aux éditions Kiwi et Zo. Et voilà, je me sers aussi beaucoup des oracles. Hier dont je me sers des oracles, c'est 100% du développement personnel, il n'y a aucun don divinatoire. Voilà, il y en a qui ont besoin d'aller voir leurs amis et qui ont besoin que leurs amis leur mettent un coup de pied au cul. Et ben moi souvent c'est le tarot ou les oracles qui me mettent les coups de pied au cul dont j'ai besoin.
Voilà, j'ai aussi besoin de mes amis dans la vie, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez solitaire en fait moi dans la vie. J'aime pas trop me plaindre, malgré que dernièrement je me plains beaucoup auprès de mes pauvres amis. Mais je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup et je suis quelqu'un qui, d'extérieur, parfois on sait pas forcément si je vais mal ou bien ou etc. Et le tarot m'a beaucoup aidée à certains moments de ma vie. Ça fait quelques années maintenant que je pratique le tarot et je trouve ça chouette de pratiquer le tarot. Voilà. J'espère que je n'ai pas perdu la moitié de mes abonnés en ces quelques minutes où je vous parle du tarot. Voilà ce que j'avais à vous dire. Cette fois-ci, je vous reprends plus tard. Hello, on est jeudi et je vous reprends parce que j'ai reçu quelques petits colis que je voudrais ouvrir avec vous. Je vous l'ai dit, il me semble en ouvrant ce vlog, je suis actuellement en train de lire Nous irons mieux demain de Tatiana de René aux éditions Robert Laffont. J'ai un petit rythme de lecture en ce début de semaine, donc voilà, j'avance tranquille. J'ai lu 200 pages, pour l'instant j'aime beaucoup, mais je vous reprendrai plus tard pour vous parler de ce roman. Alors, il est tellement beau. J'ai reçu Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon, qui est donc paru aux éditions Charleston. Moi je découvrais seulement la plume de Amy Harmon avec ce roman-là. J'ai un murmure dans le vent. Murmure du vent, je sais plus le titre. J'ai son premier dans ma palle que j'ai toujours pas pris le temps de lire. Et voilà, du coup j'ai lu celui-ci il y a un bout de temps déjà dans le cadre des lectrices. Je me demande si je l'ai pas lu en juin ou même avant. Et ça a été un très très gros coup de cœur, Un tourbillon de sable et de cendres. Je vais vous lire la 4e. Florence, début des années 1940. Déjà on est sur la Seconde Guerre mondiale, donc il avait du potentiel pour moi. Dans la belle villa aux dalles roses des Rosselli, Angelo Bianco, bien qu'orphelin, a grandi comme un membre à part entière de la famille. Eva, la fille de la maison de 2 ans sa cadette, lui jouait du violon, dansait pour lui et pataugeait dans la fontaine pour l'amuser. Inséparables, ils se disputaient pour des broutilles et s'avouaient leurs secrets les plus profonds. Et pourtant, ils ne se sont plus revus depuis qu'il est devenu prêtre et elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonné pour rentrer dans les ordres. Mais quand les nazis arrivent en Italie, les querelles du passé n'ont plus d'importance. En tant que juive, Eva risque la déportation et Angelo est le seul à pouvoir la sauver. Engagé dans les réseaux de résistance catholique, il cache et exfiltre les réfugiés des pays occupés. Il est prêt à tout sacrifier pour elle, mais face aux heures sombres qui s'annoncent, cela sera-t-il suffisant? Je l'ai trouvé hyper intéressant parce que pour une fois, en fait, on est en Italie. J'avais jamais lu de roman sur la Seconde Guerre mondiale, en Italie et je l'ai trouvé dépaysant par le fait qu'on soit en Italie. Voilà, la guerre, on la connaît très très bien en France, la Seconde Guerre mondiale, on la connaît plutôt bien, je trouve, en Angleterre, mais je la connaissais pas spécialement en Italie. Et je l'ai trouvé hyper intéressante. J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi qu'elle mêle ces deux religions, la religion catholique et la religion juive. Je les ai trouvées, certaines lectrices ont trouvé la religion trop présente et moi j'ai trouvé que c'était fait, c'était dosé savamment et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a une très très belle histoire qui se noue entre Angelo et Eva et elle m'a complètement bouleversée, Eva, et je vais en garder un souvenir impérissable. Ce livre-là va rentrer dans le top 10 de mes romans préférés sur la Seconde Guerre mondiale, tellement je l'ai aimé. Eva, elle va vivre tout un tas de choses absolument horribles et elle va s'accrocher à Angelo comme elle peut, à cet homme qu'elle regarde d'abord comme un frère et puis petit à petit, peut-être bien que son regard va changer. Mais Angelo est prêtre et cette histoire un peu indéfinissable, un peu, ça peut pas être de l'amour, ça peut pas être fraternel, ça peut, et c'est superbement bien écrit et vraiment j'ai beaucoup aimé cette relation entre Angelo et Eva. J'ai trouvé la fin fantastique, vraiment, et c'était un chouette moment. J'avais noté un petit passage que je voudrais vous lire pour peut-être vous donner un petit peu plus envie de le découvrir. Et donc là, c'est son oncle qui lui a appris le violon, qui s'adresse à elle. Donc je rappelle que Eva est juive et que sa famille est en danger, que son oncle est en danger.
etc. avec cette montée du nazi et cette arrivée du nazi en Italie. Quand tu joues Eva, l'espoir revient. Ils peuvent nous prendre nos maisons, nos biens, nos familles, nos vies. Ils peuvent nous chasser comme ils nous ont déjà chassés autrefois. Ils peuvent nous humilier et nous déshumaniser. Mais ils ne peuvent pas nous prendre notre pensée. Ils ne peuvent pas nous prendre notre talent. Ils ne peuvent pas nous prendre notre savoir, notre mémoire, notre esprit. Impossible d'enfermer la musique. La musique est une porte et l'âme s'échappe par la mélodie. Même si ce n'est que pour quelques minutes, et celui qui écoute est libéré, son âme s'élève. Quand tu joues Eva, j'entends ma vie s'envoler de ton violon. J'entends les notes tenues, les gammes, les larmes et les heures. Je nous entends toi et moi dans cette pièce. J'entends mon père, les choses qu'il m'a apprises et que je t'ai transmises. J'entends tout. Et ma vie se joue et se rejoue, encore et encore, quand tu joues. Eva posa son instrument et les larmes ruisselant sur son visage s'agenouilla devant son oncle. Elle passa ses bras autour de lui, appuya sa joue contre sa poitrine étroite. Il l'enlaça délicatement, et ils communièrent dans un silence triste, écoutant le vent dont les accents gémissants n'étaient pas si différents de ce qu'Eva avait composé, se demandant si le vent serait le seul témoin, le seul murmure, quand la mort en Autriche viendrait pour eux aussi. Dedans, il y a un petit bout de ma chronique. J'ai découvert une véritable conteuse, extrêmement bien documentée dans ce roman. J'ai lu le beau dissimulé au milieu de la monstruosité. Si vous aimez les romans historiques, foncez les yeux fermés. Voilà, il me semble que ça va paraître. Je vois épreuve non corrigée 27 septembre sur ça. Donc, en fait, c'est peut-être pas paru. Mais au moment où vous regarderez ce vlog, ça sera paru. Un tourbillon de sable et de cendres. Si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, foncez, foncez, foncez. Il est différent, j'ai trouvé qu'il était différent de ce que j'ai déjà lu précédemment et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai peur du coup maintenant d'être déçue de son premier parce que j'ai tellement aimé celui-là, mais je vais le lire. Et ensuite j'ai reçu La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback. Il faut que je me renseigne sur comment se prononce son nom. Et pareil, j'ai passé, alors là on n'est pas sur un coup de cœur, on est sur une histoire un petit peu plus feel good, j'aime pas trop utiliser ce terme mais ça va me faire un petit peu plus penser à ça. Dans la petite librairie de Riverside Drive, on va donc rencontrer Charlotte. Charlotte, elle a vécu, il y a un drame, il y a environ 1 an, elle habite en Suède et elle essaye tant bien que mal de se reconstruire après ce drame. Et un jour, elle reçoit un courrier, je crois, l'informant qu'une de ses tantes, qu'elle n'a jamais rencontrée, jamais vue, est décédée et lui lègue une librairie en Angleterre. Charlotte va se rendre sur place pour remettre un peu les choses en ordre, revendre la librairie, etc. Sauf que elle va tomber sous le charme de cette petite librairie qui bat un peu de l'aile et elle va en fait finalement tout faire pour la remettre d'aplomb et pouvoir garder ce personnel auquel elle s'attache et pouvoir continuer à faire vivre cette petite librairie qui a beaucoup de charme, etc. Et donc on va être sur un roman à double temporalité parce qu'on va avoir la Charlotte au présent qui apprend à découvrir les gens avec qui elle vit, qui apprend à découvrir cette tante en fait qu'elle ne connaît pas finalement à travers ce qu'elle a pu lui laisser et qui apprend à découvrir les membres de cette librairie. Et on va retourner dans le passé et essayer de comprendre pourquoi Charlotte hérite de cette librairie, donc de la sœur de sa mère. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre les deux femmes à l'époque pour qu'elle n'entende jamais parler de sa tante et que sa tante décide quand même de lui léguer cette librairie en fait. Donc voilà, on a la partie dans le passé avec la mère de Charlotte et sa tante, avec le gros mystère de comment sont-elles arrivées, elles aussi en Angleterre, parce qu'à la base elles ne sont pas anglaises, et qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'époque et dans le présent avec Charlotte. C'était vraiment une lecture hyper sympa, c'est pas le gros coup de cœur, c'est une lecture qui va être assez prévisible, mais en fait dans ce genre de roman, c'est ce qu'on attend. Une belle histoire feel good qui fait du bien et qui réchauffe les cœurs et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans la petite librairie de Riverside Drive. Je crois pas qu'il y ait mon avis dedans parce que je crois que j'ai rendu ma chronique trop à la bourre. Non. Alors, je vais vous lire qui? Je vais vous lire Magda, une très belle découverte. Lorsqu'on aime la lecture et les livres, certains passages dans la librairie sont un régal à lire, je confirme. C'est vrai qu'il y a cette petite dimension, en fait, du fait que ça se passe dans une librairie où on va entendre parler de certains livres qu'on connaît, qu'on aime, certains auteurs qu'on connaît ou qu'on aime ou qu'on aime un peu moins ces derniers temps. Bref, je m'étendrai pas dessus. C'est toujours hyper chouette, en fait, pour nous, les amoureux des livres, les romans qui se passent en librairie. On a également la vie de Sophie. Secret de famille, librairie londonienne et double temporalité. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un moment magique hors du temps. Voilà.
Je suis d'accord avec tout ça. Si vous aimez les livres, les librairies, les doubles temporalités et une petite histoire qui va vous faire du bien et vous réchauffer le cœur, vous pouvez foncer sur la petite librairie de Riverside Drive. Vous remarquerez que j'essaye de dire drive en anglais. J'essaye vraiment de m'améliorer. La petite librairie de Riverside Drive. Ensuite, j'ai reçu un petit paquet qui me vient des éditions Deman Éditions. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, Deman ou Deman. Ils m'ont contacté il y a un bout de temps et j'avoue avoir pris beaucoup de retard sur mes messages privés sur Instagram. Les messages qui tombent dans la boîte à côté. Et j'ai mis du temps à le voir. Et ils m'ont donc fait parvenir Les Sauveurs, 7 héros de la cause animale, 7 destins extraordinaires. C'est une bande dessinée. On va avoir un camailleux de bleu et de jaune. À travers 7 portraits sensibles et intimes, les sauveurs mettent en lumière des femmes et des hommes qui se sont engagés avec courage et audace dans la défense animale. Comme Rob Stewart, jeune Canadien protecteur des océans, Henri Spira, qui fera plier les géants de la cosmétique, Diane Fossey, icône de la défense des gorilles, Amir Khalil, l'intrépide vétérinaire de guerre, Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, les fondateurs de L214 ou Chani, gardien de la jungle indonésienne. Des histoires vraies et bouleversantes qui prennent la vie sous le trait expressif et enlevé de la dessinatrice Shuing La, une épreuve poignante, enthousiasmante et porteuse d'espoir. Une lecture utile pour comprendre les enjeux de la protection animale. J'ai vraiment hâte de le lire. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Un grand merci aux éditions Deman, je sais pas, je vais leur demander comment on dit. Ça sera mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ah non! Attendez, j'ai déjà oublié en ouvrant le vlog mardi de vous parler de La Source, le graphique que j'ai lu dimanche, parce que comme souvent je lis un graphique le dimanche, et j'ai donc attaqué La Source, la gardienne du talion. C'est un roman graphique post-apocalyptique et en fait on est en 2045 et après un effondrement climatique complètement dévastateur, on va assister à la vie d'une communauté, à la vie de La Source qui essaye de survivre à tout ce qui s'est passé et qui a construit du coup une communauté avec de nouvelles règles et une nouvelle manière de fonctionner. C'est un roman graphique qui est assez court, il fait 90 pages. J'ai bien aimé. C'est une belle entrée en matière, je trouve. Je pense que ça peut être un chouette roman graphique. C'est peut-être un peu court et c'est peut-être juste une entrée en matière. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas été transcendée non plus par ma lecture. L'histoire en fait se met en place. C'est le début, voilà, c'est un tome 1. J'espère un peu plus d'action dans le tome 2. Alors il se passe déjà des choses, mais je trouve que c'est un peu survolé pour le moment. Mais je suis sûre que le tome 2 va être prometteur. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Voilà, là la communauté, on apprend à connaître la communauté, on apprend à connaître comment elle fonctionne, on voit qu'il y a des herboristes, il y a des meurtres alors que c'est une communauté qui est censée être bienveillante, et puis on apprend après, malgré cette communauté bienveillante, qu'il y a une femme qui a été complètement exclue de la communauté parce que soi-disant elle aurait été violée mais que personne ne l'a cru. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais tout est pour l'instant on est au début en fait de l'histoire. C'est un peu comme si vous regardiez le premier épisode de Walking Dead et vous vous dites ok, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et ben c'est un peu la même chose que j'ai ressenti en lisant La Source. J'ai adoré le premier épisode de Walking Dead. J'ai beaucoup aimé lire La Source. J'attends la suite à présent. Voilà, cette fois-ci c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi. Je suis un peu prise du nez et de la gorge. Je sais pas trop si ça s'entend. Je pense que ça s'entend et que j'ai pas exactement la même voix que d'habitude, donc je suis désolée. Je suis désolée aussi si je niffe un peu. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de me retenir, mais il faut que je respire en même temps, donc vraiment je vais tout faire pour. Je me suis fait un énorme lait chaud au miel. Je vais me faire une petite préparation avec des huiles essentielles à inhaler. Ça devrait me faire du bien. J'ai un petit peu avancé dans le Tatiana de Ronet. Je lis vraiment à la vitesse d'un escargot. Nous irons mieux demain, c'est donc l'histoire de Candice. Candice, c'est l'histoire d'une jeune mère célibataire qui vit donc à Paris avec son fils. Le père de son fils est toujours dans leur vie, etc. Garde alternée, etc. Bref, c'est pas l'histoire. Qui a un compagnon qui s'appelle Arthur, qu'elle voit régulièrement, etc.
Et un jour, en fait, Candice, elle assiste à un accident de voiture. Elle voit une femme se faire renverser devant elle. Et en fait, elle ne sait pas pourquoi, mais elle va suivre cette femme à l'hôpital et entrer dans la vie comme ça de cette femme. Elle apprend donc à connaître Dominique. Dominique qui subit quand même un très grave accident, qui va se retrouver amputée. Et en fait, c'est très étrange parce que cette Dominique ne reçoit jamais la visite de personne. Elle se sent très seule et du coup, Candice, elle se sent un petit peu parfois... je dirais pas qu'elle se sent obligée, mais elle se sent d'aller voir cette femme en fait, qui est seule, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui vient la voir, etc. Et un jour, Dominique lui demande si elle veut bien lui rendre un service et... alors déjà, elle lui demande de bien vouloir garder des boucles d'oreilles que son père lui aurait offert, et qui n'ont pas énormément de valeur, mais auxquelles elle tient beaucoup. Et un jour, Dominique lui demande si elle veut bien aller récupérer quelque chose chez elle. Je ne sais plus c'est quoi exactement. Et elle va tomber sur des lettres un petit peu particulières, etc. Et il y a beaucoup de choses en fait dans ce roman. On va parler d'Émile Zola pour différentes raisons. On va parler d'Émile Zola et de sa vie personnelle parce qu'il va y avoir un parallèle avec la vie d'un des personnages du roman. On va parler... Candice, c'est une femme... Candice, hein, je dis pas de bêtises depuis tout à l'heure. Candice, c'est une femme qui est pleine de souffrance. Elle vit plutôt mal en fait le décès de son père. Elle a une sœur. Sa sœur est très très proche de sa mère et elle était très 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 proche de son père. Et elle vit plutôt mal en fait le décès de son père depuis quelques mois. Candice, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie, d'un trouble du comportement alimentaire. Ça va parler aussi de secrets de famille, ça parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce roman-là, avec une cadence... avec une plume très très contemporaine, je trouve, avec Tatiana Droney, une plume très contemporaine, très accessible. On apprend des petites choses sur Émile Zola et je trouve ça chouette. Émile Zola, pardon Florence, continue de m'aimer. Je n'ai jamais lu Émile Zola. Je crois que j'ai commencé Germinal il y a très 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 longtemps et que je me suis dit mais non, je vais pas lire ça. Donc voilà, faudrait que je retente Émile Zola. Mais je trouve ça chouette parce je découvre un auteur à travers cette plume. Et puis je découvre Candice, cette femme qui est vraiment... J'ai l'impression qu'elle a un moment charnière de sa vie où elle sait plus trop où elle en est et que le décès de son père, il l'a complètement ébranlée. Et je la vois un peu perdre pied et pas trop en même temps, elle reste quand même sur terre, c'est une maman et ouais, c'est assez poétique en fait, en fin de compte, ce roman-là, voilà. J'en suis à la page 267. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé. J'espère que je le terminerai demain, mais je sais pas pourquoi j'avance pas. Voilà, c'est un roman qui se lit tranquillement. C'est pas un page turner. Voilà, c'est une histoire qui est plutôt douce, plutôt zen, j'ai presque envie de dire. Et j'aime bien. Ensuite, j'ai reçu un petit colis qui me vient de Palais d'été. Et je suis trop contente d'avoir reçu ce colis. Trop contente que Palais d'été m'ait contactée. Encore une fois, ils m'ont contactée il y a longtemps, mais j'étais très en retard dans mes messages et je ne l'avais pas vu. Alors je pense que c'est une box que vous avez quand même déjà pas mal vu passer sur les réseaux. Directement inspirée de la célèbre expérience de Marcel Proust, se régalant d'une gorgée de thé mêlée d'une bouchée de madeleine, cette nouvelle composition rend hommage avec subtilité au bonheur de déguster à ce goût pour le souvenir des plaisirs simples. Faible en théine, le temps retrouvé peut être servi jusque tard dans l'après-midi pour accompagner un moment d'évasion avec un livre ou pour apprécier une pâtisserie en bonne compagnie. Voilà, donc c'est un thé qui a été fait en hommage à Marcel Proust, je trouve ça trop chouette. Et du coup, dans mon petit coffret, j'ai ce fameux thé pour l'après-midi, afternoon, thé noir de Chine et thé vert torréfié du Japon. Je vais le sentir tant que je sens encore quelque chose. Ça sera peut-être plus le cas demain. Ça sent très très bon. Je sens que je vais beaucoup aimer. Qu'est-ce que j'ai avec? Ah, j'ai des filtres à thé. Super. Et un petit marque-page. Trop joli. Les dessins à l'aquarelle comme ça, c'est vraiment le regret de ma vie. Angélique, j'espère que ce nouveau mélange te plaira et qu'il t'invitera à prendre une pause gourmande et réconfortante. N'hésitez pas à l'accompagner d'une bonne lecture. Belle dégustation, Virginie. Eh ben, c'est trop chouette. Je remercie beaucoup Palais d'été pour l'envoi de ce nouveau thé qui, je pense,
qui je pense sera très très bon. J'ai hâte de le goûter, pas aujourd'hui, je bois mon lait au miel. Ce sera suffisant pour aujourd'hui, mais demain. Voilà, je voulais ouvrir ce petit colis avec vous. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je suis pas sûre que ce vlog va être le vlog le plus palpitant de la Terre. Mais voilà, c'est une semaine plutôt tranquille. Et sinon, aujourd'hui, j'ai reçu un super mail. J'ai reçu 2 super mails. J'ai reçu un mail de la part d'Emeline, notre maman lectrice Charleston, j'ai envie de dire, pour nous dire que c'était la fin de l'aventure, etc. Un mail très très gentil de la part d'Emeline, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de rédiger un mail à chacune d'entre nous. Et voilà, l'aventure lectrice Charleston, c'est terminé, mais bon, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et juste après, j'ai reçu un mail de la part de Marie. Et Marie, c'est la maman des lectrices, des gardiennes Leduc Ésotérisme, pour me dire que j'avais été prise et que je deviens donc une des 20 gardiennes ESO 2023. Et je suis tellement contente parce que c'est bizarre, je vous en parle un tout petit peu plus tôt dans ce vlog où je vous parle justement de mon jeu de tarot. Et je vous dis que j'aimerais bien vous en parler, mais que je sais pas trop comment faire parce que j'ai toujours peur qu'on me prenne pour une meuf un peu perchée et que, etc. Et qu'on me juge en fait, j'ai peur qu'on me juge là-dessus. Et qu'on se dise, t'es complètement tarée meuf. Et du coup, je me dis que c'est un signe, du destin. Il faut que j'assume en fait ce côté perché que j'ai. Il faut que j'assume que j'aime les tarots, j'aime les oracles, je crois en beaucoup de choses. Et voilà, je vais vous en parler à partir de maintenant. Grâce à Leduc Éso, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort et prendre le temps de vous parler de tout ça. Et je suis trop contente. Une aventure se termine et laisse place à Leduc Éso. Alors je suis également voix hurlevent, ça vous le savez déjà. Donc voilà, encore des chouettes trucs qui vont arriver tout au long de cette année 2023 et c'est trop cool en fait. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ma crève va s'arrêter là et que je vous reprendrai demain et que j'aurai terminé le Tatiana Doroné pour vous en parler. Je vous reprends, on est lundi. J'ai traversé un long tunnel de microbes ce week-end. Ça va toujours pas... Enfin si, ça va mieux. Mais je suis encore désolée parce que je vais encore niffer toutes les 30 secondes. Alors, je vous ai pris la dernière fois. J'étais en pleine lecture de Nous irons mieux demain de Tatiana Doroné, qui est donc paru aux éditions Michel Lafon, Robert Laffont. Quelle idée de s'appeler Lafont tous les deux. Ce que je vais retenir de ce roman-là, c'est la douceur qui va dégager, c'est les rencontres qui bouleversent une vie, qui amènent à ce qu'on remette beaucoup de choses en question. Alors c'est des rencontres qui sont positives ou pas, parfois ce sont des rencontres plutôt négatives. Il y a beaucoup de secrets dans ce roman, que ce soit du côté de Dominique ou du côté de Candice. C'est des secrets enfuis, au plus profond d'elle-même, ou des secrets qui vont émaner des personnes qui les entourent. Mais j'ai trouvé en fait ces deux femmes, les mouches, j'en peux plus, je suis tellement désolée, je vois que ça en fait pendant que j'enregistre. C'est un enfer chez moi, je vous jure. Je vous jure qu'on sent bon, hein, vraiment. Ces deux femmes-là, je les ai trouvées hyper touchantes, hyper émouvantes. Ce sont des femmes qui ont vécu des drames, qui ont complètement chamboulé leur vie. Et elles sont touchantes chacune à leur manière, d'une manière différente. Je m'attache beaucoup à Candice. Que je vois un petit peu sombrer, je crois que je vous dis ça quand je vous ai pris un petit peu plus tôt dans ce vlog, que je vois un petit peu sombrer et que j'ai envie d'aider, et que j'ai envie de secouer, et que c'est pas facile en fait de voir, en fait en Candice j'avais l'impression de voir une copine qui sombre un peu et d'être là impuissante et de ne pas pouvoir l'aider. Elles ont chacune des histoires émouvantes, elles ont chacune des grosses blessures en fait que seul le temps peut un petit peu apaiser. Le temps et la morale que je trouve un petit peu dans ce roman-là, c'est l'importance de notre entourage, des gens qui nous entourent, l'importance des mots, l'importance d'un entourage bienveillant et solide qui influe énormément sur la personne qu'on est en fait au quotidien. Bref, c'est une histoire douce, c'est une plume hyper délicate. La plume de Tatiana Doroné, elle réconforte, c'est un plaid tout doux que vous posez sur vous en fait, et j'ai trouvé vraiment que c'était un chouette moment avec un passager clandestin comme c'est marqué sur la 4e, avec Émile Zola, dont l'ombre n'est jamais très loin, dont l'esprit hante un peu chaque page de ce roman-là, et je le referme en me disant qu'il faut vraiment que je découvre Émile Zola.
Sinon, après, j'ai attaqué La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls aux éditions Michel Lafon. Je vais vous relire la 4e. West Yorkshire 1904. Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout, entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas et elle en sait quelque chose. J'ai bien avancé ce week-end dans ce roman-là, j'en suis à la page 300. Il en fait 400, donc je pourrais vous faire l'update évidemment dans le prochain vlog. Pour le moment, j'aime beaucoup l'ambiance. Pareil, il doit y avoir beaucoup de secrets, il y a beaucoup de secrets et on les découvre piano et ouais, j'aime bien cette ambiance-là un peu feutrée. Il fait froid dans ce château, il fait froid dans ce domaine. Il fait froid dans certains personnages également. Et je suis bien dans cette grande demeure. Je ne sais plus le nom de cette demeure. Il y a plein de choses, il y a plein d'échanges de courriers qui se font. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Sinon, j'ai fait 2 petites réceptions ce week-end. Une que j'ai déjà ouverte. Et il s'agit d'un roman graphique qui s'appelle Et puis fuck, on n'a qu'une vie. Qui est donc paru aux éditions Solar d'Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et Léna Pirou. Qui ces derniers temps n'a pas rêvé de nouveaux horizons, d'entamer de petits ou de grands changements, de se lever le matin pour autre chose que son café crème, de prendre la route de ses envies. C'est un roman graphique qui est dans un camailleux de roses, enfin un camailleux, il y a 2-3 roses qui sont utilisées et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y avait un roman qui était sorti qui s'appelait Celle qui a dit fuck, c'est par ces autrices-là en fait, donc je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Je n'ai pas lu Celle qui a dit fuck, je connais pas, mais voilà, vous savez moi, un van et je suis convaincue en général. Ensuite, j'ai également reçu un autre roman qui a été un petit peu ouvert par le facteur pour changer. Le secret de Jaipur de Alka Joshi. L'année dernière, j'avais lu La tatoueuse de Jaipur que j'avais adoré. J'avais eu un très grand coup de cœur. D'ailleurs, La tatoueuse de Jaipur est celle qui a gagné le Grand Prix du roman historique 2022 organisé par les éditions Hauteville. Et donc là, il sort la suite avec une couverture très belle, je trouve, dans un magnifique bleu. Au printemps 1969, Lakshmi, l'ancienne tatoueuse la plus réputée de Jaipur, travaille à l'hôpital de Shimla sur les contreforts de l'Himalaya. Son protégé Malik vient de terminer ses études et retourne à Jaipur pour aider la famille royale à réaliser son rêve, construire le plus beau des cinémas. Mais lors de la soirée d'inauguration, le balcon s'effondre et Malik est convaincu que derrière ce prétendu accident se cache quelque chose de bien plus sombre. Aidé de Lakshmi, la véritable gardienne des secrets de Jaipur, Malik entreprend de découvrir la vérité au risque de révéler certains secrets de familles prestigieuses. Je fonce quand je le vois sur le catalogue Hauteville parce que j'ai vraiment adoré La tatoueuse de Jaipur, j'ai adoré la plume de Alka Joshi. J'ai un peu peur de la suite. Les suites, de toute façon, c'est à double tranchant, ça passe ou ça casse en général, donc on verra bien. Avec celui-ci, je remercie grandement les éditions Solar et les éditions Hauteville pour l'envoi de ces super romans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous remercie de prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur Instagram. Moi, je vous fais des bisous. Je vous prends à bientôt. Bye!